parler donc maintenant de cyber-risque avec vous deux. Donc Christophe Gauthier, vous êtes senior partner chez Aontech. Oui. Ouais. Et Jules Vera, vous êtes CEO de Stoic, donc une start-up qui évolue dans donc, la cyber-assurance. Voilà. Donc voilà, cyber-risque, risque maximal cherche couverture. C'est un peu la thématique donc, de ce regard croisé. Donc je vais poser pas mal de petites questions. Christophe, là, les sinistres augmentent. On assiste aujourd'hui à pas mal de majorations massives, de réduction de garanties. Est-ce que, je pique l'expression Éric Mignot, qui est là. Est-ce que le cyber sera le nouveau Covid de l'assurance ? Dans le sens l'assurance touchée par le Covid ou dans le sens réaction des assureurs vis-à-vis du Covid et des garanties Moi, je pense qu'on en discutait avec Jules juste avant de rentrer, c'est que si on avait fait cette présentation il y a 1 an et demi, on aurait été très alarmiste. Parce que on ne savait pas si la cyberassurance allait être maintenue dans les 3 mois qui venaient. Au marché des Lloyds à Londres, le tarif, la capacité d'assurer changeait quasiment toutes les semaines. Là, je pense qu'on est 3 ans après, sachant que les cyberattaques sont quand même beaucoup développées durant le Covid. J'ai l'impression qu'on a une phase de stabilisation. C'est-à-dire que les assureurs, sincèrement, au début, ne savaient pas ce qu'ils assuraient. Ils assuraient les yeux fermés. Donc, ils ont pris énormément de sinistres qui leur ont coûté très cher. Aujourd'hui, dans un marché où finalement, il y a toujours des nouvelles cyberattaques, des nouveaux rançons, des nouveaux ransomware, des choses comme ça, c'est pas facile. Mais malgré tout, moi, je considère qu'ils ont une courbe d'expérience. Alors, pas tous. Certains sont très mauvais. Mais d'autres ont quand même bien progressé sur le sujet, en faisant souffrir leurs clients avec des hausses de prix, en reniant certaines garanties. Mais moi, je pense que le marché est beaucoup plus serein qu'il ne l'était. Donc moi, je suis assez optimiste. Avec 2 bémols. Le premier, c'est quand même qu'il y a quand même un risque qui nous plane tous autour de la tête. C'est un risque systémique. Ça veut dire qu'il y a une cyberattaque qui s'introduit chez Amazon, chez Google et tout le monde et qu'on ne peut plus travailler. Et là, je pense que les assureurs ont beaucoup de mal à assumer tous les risques. Ça, c'est le premier bémol. Et le deuxième bémol, c'est qu'il y a quand même certains secteurs d'activité où on a de très grosses difficultés à assurer en cyber, et notamment les fintechs. Voilà. C'est ce que je veux dire. Oui, je réagis là-dessus. Bonjour à tous. Parce que je n'ai pas exactement le même avis que Christophe là-dessus. Je suis d'accord que le marché s'est quelque peu assaini ces dernières années. Peut-être que tout le monde n'est pas connaisseur du marché de l'assurance cyber. Pour vous expliquer ce pourquoi on se pose ces questions, c'est que beaucoup d'assureurs ont perdu beaucoup d'argent à assurer des risques cyber. Le ratio qu'on regarde en assurance, c'est le ratio sinistre sur prime. Combien est-ce que j'ai payé en sinistre sur 1 an, sur combien est-ce que j'ai collecté en prime d'assurance. Et en 2020, en France, le ratio était au-dessus de 160%. Donc les assureurs, au global, ont perdu beaucoup d'argent. Ce que dit Christophe est juste, les assureurs ont réagi en rendant plus compliqué l'accès à l'assurance cyber, en sélectionnant mieux les entreprises et en augmentant les prix. Mon sentiment à moi, c'est que cette approche des assureurs n'est pas pérenne. On est face à un risque qui évolue en continu, et ce n'est pas simplement en rajoutant des critères d'exclusion ou en augmentant les prix a posteriori que l'assureur prend la main et contrôle ce risque. Donc je ne suis pas alarmiste sur le sujet, je ne serai pas prêt à répondre oui à cette question non plus, mais je ne dirais pas que le marché de l'assurance cyber est sain aujourd'hui. Est-ce que les fintech, parce qu'on a un événement fintech, sont aujourd'hui les plus exposés, enfin en tout cas sont très exposés ou pas ? Alors, il y a plusieurs secteurs qui sont très exposés, notamment un qui ne nous concerne pas aujourd'hui, mais qui est la logistique. Il est quasiment impossible d'assurer des logisticiens contre le risque cyber, du fait de la typologie des sinistres et de la fragilité de leur système d'information. Et effectivement, les fintechs sont un secteur très très sensible sur le sujet, mais pas toutes les fintechs. C'est-à-dire que c'est plutôt celles qui, je dirais, manipulent des flux financiers, donc tous ceux qui sont établissements de paiement, ceux qui ont plutôt, schématiquement, ceux qui ont un statut ACPR et AMF. Voilà, typiquement, les établissements de paiement, c'est un sujet très très compliqué pour eux aujourd'hui. Et s'il y en a dans la salle, je leur conseille d'appeler rapidement leur courtier ou l'assureur, parce que les quelques assureurs, 3/4 des assureurs en place ont résilié leur contrat à la fin de l'année. Donc certains risquent de se retrouver, j'en connais ici, enfin pas dans la salle, mais dans l'événement, qui sont sans assurance au 1er janvier et sur lesquels c'est assez compliqué de trouver des solutions.
Donc voilà. Il se trouve que dans le domaine des fintechs, dans le paiement, il y a eu des sinistres en Europe du Nord qui ont beaucoup marqué les assureurs, avec de la fraude sur les paiements, voilà, qui ont été très significatifs. Après, il y a aussi une chose, c'est que les fintechs dans le domaine de la cyberassurance n'ont pas une bonne réputation, dans le sens où elles étaient assez mal protégées, il faut l'avouer, jusqu'à il y a 3 ans. La protection contre le cyber, c'était quelque chose à avoir un tick in the box pour les fintechs. Donc, comparativement à des établissements financiers beaucoup plus importants, elles étaient très très mal protégées. Elles le sont beaucoup mieux maintenant. Donc, elles ont aussi cette réputation qui leur court derrière. Stoic n'a pas trop de clients fintech Si, il y en a qui cherchent une couverture pour le 1er janvier, je suis là. Mais l'essentiel, c'est des TPE, PME plus traditionnels. Ouais. Pourquoi, du coup, ce choix de cette cible? Parce que c'est là qu'il y a urgence. Si on regarde le marché français, on a des millions de TPE, 140 000 PME, c'est le chiffre officiel, et je pense qu'il y en a entre 1 et 3% qui sont assurés en cas de cyberattaque. Or, des cyberattaques, il y en a plein, et donc il y a un écart dingue, c'est ce pourquoi je me suis lancé sur ce sujet, un écart dingue entre le niveau de risque pour les TPE-PME et leur niveau de protection face à ce risque. Et je pense qu'il en va de l'intérêt de notre tissu économique français et européen, si on regarde un peu plus loin, que d'augmenter la couverture de ces TPE-PME sur le risque cyber. Et évidemment, juste s'assurer, c'est pas une bonne démarche, enfin, c'est mieux que rien, on va dire, parce que ça permettra d'avoir un pompier qui arrive en cas d'incident. Mais je pense qu'en parallèle de l'assurance, l'enjeu, c'est aussi de les aider à se protéger, à faire les premiers pas de protection indispensables que la plupart des PME ne font pas encore. Et je le vois maintenant qu'on a... donc nous, on assure des TPE-PME, on gère des sinistres de TPE-PME. Toutes les semaines, on envoie de nouveau des TPE-PME qui se font attaquer parce que tous les mots de passe de l'entreprise, ça fait 6 lettres et c'est en minuscule et c'est souvent la date de naissance du patron. Et c'est des choses basiques, mais derrière, ça peut mettre fin à 20 ans de vie d'une PME. C'est triste, mais ça arrive et donc il faut lutter contre ça. Et là, dans le contexte que vous évoquiez un peu chahuté, justement, comment Stoic émerge et est là pour dire regardez ce que je fais, c'est super bien. Je vais essayer de ne pas faire mon autopromotion, mais le positionnement qu'on a répond au constat que je faisais avant, c'est-à-dire que pour pouvoir comprendre ce risque, pour moi, l'assureur doit avoir une expertise cybersécurité forte. Il doit comprendre ce que c'est qu'un risque cyber, comment ça évolue et comment son portefeuille d'entreprise qu'il assure est exposé à ce risque. Et à mes yeux, ça ne se fait pas uniquement par des textes qui rajoutent des conditions d'éligibilité ou de souscription qui sont complexes, c'est aussi par l'accompagnement technique et la surveillance en continu des entreprises assurées. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de vendre de l'assurance, une couverture d'assurance, mais d'offrir à tous nos assurés des outils de sécurité qui leur permettent à eux d'avoir plus et qui me permettent à moi d'avoir une meilleure maîtrise du risque. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce positionnement? Est-ce que vous avez... Tout à fait raison. Je pense que Jules vraiment répond à un vrai besoin sur ce marché des PME. Il y a un vrai besoin d'accompagnement sur le conseil, sur la prévention. Nous qui sommes plus sur des grosses PME, des ETI, des grands groupes dans certains secteurs d'activité, on a aussi un rôle très important dans le conseil. On négocie des jours et des jours avec des assureurs pour pouvoir garder ou maintenir ou améliorer l'assurance cyber, en trouvant un go-between entre ce qu'exige l'assureur et les conseils à donner aux clients sur un compromis de moyens de protection. Oui, tout à fait. Mais effectivement, il y a toute une masse de TPE qui ne sont pas assurées, qu'il faut absolument protéger. C'est clair que c'est une action de salut public que Jules mène en ce moment. Pas tout seul non plus, ça va. Il y a quelques camarades qui sont lancés récemment là-dessus. Est-ce que, du coup, même mis à part, effectivement, vous avez des outils technologiques qui permettent de faire un peu de prévention, mais est-ce qu'il y a encore aussi des assureurs derrière pour vous aider à porter le risque ou alors c'est un peu coup de froid C'est le défi numéro 1. Quand on s'est lancé donc avec Stoic, je me suis associé avec des gens de la cybersécurité et de l'assurance. On a réussi vite à lever des fonds, ça a pris quelques semaines, et ensuite on s'est lancé dans le sujet plus compliqué qui était trouver des assureurs qui nous font confiance. Parce que le deal qu'on présente aux assureurs, c'est de dire laissez-nous tout faire, laissez-nous assurer des entreprises, et s'il y a un problème, c'est vous qui payez. Donc aujourd'hui, j'ai des assureurs qui sont exposés à des milliards de pertes,
Parce que si tout mon portefeuille touche la limite maximum, ça peut leur coûter plusieurs milliards en cumulé. Ça demande d'inspirer confiance et c'est compliqué quand on commence, évidemment. Donc ça nous a pris, je pense, 3 semaines pour lever des fonds et 6 mois pour avoir un accord avec notre réassureur aujourd'hui qui est Swiss Re, qui est un des plus gros au monde, qui continue de nous suivre parce qu'il voit bien qu'on y arrive. Enfin, le modèle, pour le moment, est bon, mais c'est le sujet le plus compliqué. Enfin, j'ai plus peur de perdre un jour mes assureurs que de perdre mes investisseurs. Oui, effectivement, vous avez levé il n'y a pas très longtemps, c'était une dizaine, 14 millions, c'était ça avec, On avait levé 11 millions d'euros avec Andreessen un fonds américain. Oui. Ouais. Et Christophe, mais à part effectivement tout le contexte, etc., est-ce que c'est quand même l'assurance cyber, c'est juste pas facile à vendre en général? Moi, je pense que si c'est facile à vendre quand on est une PME relativement bien protégée dans un secteur qui n'est pas sensible, oui, c'est facile à vendre, il n'y a pas de difficulté. Là où c'est compliqué, c'est quand la société n'est pas forcément bien protégée. Et malheureusement, il y a souvent des façades qui sont... si je prends une société, enfin une analogie avec un bâtiment, en façade, c'est très bien protégé, mais derrière, les portes arrière sont ouvertes au tout venant. Donc ça, il y a eu beaucoup d'assainissement sur le marché. Donc, dans certains cas, ça n'est pas compliqué. Dans certains secteurs d'activité, ça l'est effectivement. Mais pour toutes les PME françaises, on va dire, relativement d'activité assez simple, s'enfuir à l'étranger dans des pays style États-Unis ou en Chine et tout ça, c'est assez facile. Ça n'est pas très compliqué. Voilà. Confirme ou pas? Ce que dit, en fait, tout est question de la taille de l'entreprise à laquelle on s'adresse, et tout est question aussi de la prime d'assurance dont on parle. Pour assurer les entreprises que je cible, la prime moyenne est de 2 000 € par an. Pour 2 000 € par an, sachant que l'essentiel va à mon assureur, je peux pas passer des heures à aller auditer le système informatique. Donc il faut faire des choix qui sont relativement simples et qui permettent d'avoir une masse de clients. Quand on est sur des entreprises plus fortes, plus grandes, on ne peut pas se contenter de regarder la façade, il faut aller regarder à l'intérieur. Et c'est là que le rôle que joue Christophe de conseil, d'accompagnement est précieux. Ouais. Mais encore une fois, un établissement de paiement qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il va être pour nous traité comme une très grosse entreprise parce qu'on sait que c'est très compliqué. Et là, on va passer des heures, voire des journées à essayer de lui trouver une solution. Donc c'est un petit peu différent de l'entreprise, on va dire, assez simple que vous mentionniez. Ok, et là, il y a Bercy qui a récemment publié, j'imagine que vous l'avez vu, un rapport dans lequel il ne s'oppose pas à l'indemnisation des victimes de rançon logiciel donc par des assureurs. C'est quoi? C'est une fausse bonne idée, une bonne fausse idée? C'est un débat qui a fait polémique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce débat, qui a fait polémique, pas exactement sur les bons termes. La question n'est pas de se dire est-ce que Bercy encourage au paiement des rançons à des terroristes. Ça, tout le monde est d'accord sur le fait que si on peut ne pas payer une rançon, il ne faut pas payer la rançon. Et que c'est préférable, évidemment, à plein d'égards, parce qu'on paye la rançon, on ne sait pas ce qu'on va récupérer, on alimente la menace, etc. Le débat, c'est faut-il interdire à un assureur de payer une rançon à un client qui a une demande de rançon, et Bercy ne peut pas dire oui à cette question, ne peut pas interdire à mes yeux, parce qu'il existe certains cas, ça représente peut-être 5% des cas de rançongiciel, où l'alternative est soit l'entreprise ne redémarre pas et meurt, on ne peut rien faire, on ne peut pas restaurer les sauvegardes, soit on paye la rançon. Et dans ces cas, il est légitime qu'on laisse la possibilité à l'assureur de payer. Donc nous, notre positionnement depuis le début, c'était de se dire on ne veut pas payer la rançon, et c'est notre droit en tant qu'assureur ou en tant qu'agence de souscription qui a son propre produit d'assurance, de dire non. Mais je comprends tout à fait que d'autres assureurs le fassent, et je pense que Bercy a fait le bon choix avec cette réglementation. Christophe ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous, dans les dernières années où c'était compliqué de trouver la cyberassurance, on se battait à chaque fois, et on a réussi quasiment à chaque fois à obtenir pour nos clients le fait du maintien de la garantie ransomware. Parce qu'elle nous semble importante, parce que justement on a vu des situations comme ça où en fin de compte c'était la perte, la conséquence financière pour l'entreprise était tellement importante que dans certains cas c'est vraiment comment dire, c'est vraiment vital pour l'entreprise. Donc pour nous, oui, c'est très bien que le gouvernement ait clarifié sa position. Tant que, du fait que cette position n'était pas clarifiée jusqu'à peu, certains assureurs un peu sournoisement ont arrêté de fournir cette garantie, mais c'était plutôt pour se protéger financièrement. Mais voilà, on est très content que ça soit clarifié.
Nous, on a été dans un certain nombre de cas où on a payé les rançons, mais quand le cas se pose, on ne la paye pas systématiquement, on essaie de négocier. On va payer dans certains cas très particuliers, où effectivement il y a une conséquence financière importante, mais il y a aussi toute une question. Alors il y a des spécialistes de négociation des rançons, il y a des gens qui font que ça, il y a beaucoup d'anciens du GIGN qui sont spécialisés là-dessus d'ailleurs. Et avant de payer une rançon, on valide bien qui on a en face. Heureusement, il y a certains hackers qui ont pignon sur rue dans le darknet et on sait qui c'est et ils tiennent à leur réputation. Donc on sait quand c'est certains hackers, on peut payer, on aura ensuite les clés de décryptage. C'est important. Donc on ne paye pas n'importe comment non plus. Et je reprécise aussi, dans 95% des cas de ransomware, j'en ai eu un il y a 3 jours, une entreprise à qui on a demandé 300 000 € en bitcoin, une petite PME, pour rétablir l'accès à ces données. Le premier réflexe, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des sauvegardes de la donnée? Est-ce qu'on peut réussir à remonter le système informatique sans payer? Si oui, on choisit évidemment toujours cette option. Écoutez, super. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos témoignages. Et merci, Charlie. Moi, j'aurais juste un conseil à donner en forme de conclusion. C'est, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est préparez-vous à la cyberattaque. C'est-à-dire que j'ai vu tellement de clients qui ne s'étaient pas préparés quand vous arrivez le matin et que vous n'avez aucun système, vous ne pouvez plus retrouver les coordonnées de vos collaborateurs, de vos clients, de vos partenaires, et que tout le monde appelle, qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires, ni chez vous, ni chez vos clients. Ça secoue, ça tangue, et l'expérience montre que les clients qui ont fait une sorte de plan RSEC, de PCA un peu avant, se sentir beaucoup mieux, à la fois financièrement, mais aussi en termes de réputation sur le marché après, ce qui n'a pas de prix. Voilà, donc c'est mon conseil quand même hors assurance de se protéger là-dessus, d'y réfléchir, de le préparer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, vous pourrez lui poser tout de suite, voilà. À part, puisqu'en plus on a 10 minutes de pause, donc allez-y. Merci.